Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui poursuivre le programme en nous intéressant aux produits volcaniques. En effet, lorsqu'un volcan entre en éruption, il va émettre un certain nombre d'éléments, parmi lesquels des gaz. Ces gaz peuvent aller de la vapeur d'eau au CO2, mais également, et vous en avez tous certainement déjà senti, à son odeur caractéristique, celle de l'œuf pourri, du soufre. Le soufre qui se dépose, suivant les circonstances, en couches jaunâtres, comme vous le voyez sur cette image, ou plus encore sur celle-ci. Au-delà du gaz, bien évidemment, le volcan va également émettre un certain nombre de projections. Ces projections portent un nom relativement simple, celui de téphra, ou d'éjecta bien évidemment, éjecta étant le terme francophone, téphra le terme anglophone, mais aussi le terme le plus usité. Retenez donc plus facilement celui de téphra qui permet d'avoir une image un peu plus générale justement de toutes ces projections. Lorsqu'on parle de téphra, de projection, on distingue différents éléments, à commencer par la cendre, extrêmement fine, au niveau de la poussière, qui peut se présenter, comme vous le voyez sur cette image, en gros nuages, sur celle-ci également, et qui peut occasionner des dommages assez conséquents, comme vous pouvez le voir, sur les dépôts qui sont ici produits et qui s'accumulent sur certains véhicules, sur certaines demeures, qu'il faut parfois balayer de manière assez intense, de manière à retrouver un aspect à peu près normal des environs. Un peu plus gros que les cendres, les lapillis. Les lapillis, généralement, sont d'un diamètre oscillant entre 2 et 60 mm. Donc, des ensembles, finalement, assez réduits de la taille du gravier, qui peut malgré tout occasionner un certain nombre de dommages s'ils sont projetés avec suffisamment de force, ce qui est notamment le cas dans un volcan. Au-delà du lapilli, nous trouvons la scorie. La scorie, c'est un ensemble un peu plus grand que les lapillis, justement. Vous le voyez, assez particulier, avec beaucoup de cavités. Nous reparlerons de ces cavités d'ici quelques instants, mais globalement, il s'agit d'un ensemble un petit peu plus gros que le lapilli. Au-delà, bien évidemment, se trouvent ce qu'on appelle des bombes volcaniques, qui font généralement plus de 64 mm. Et vous le voyez, on peut arriver jusqu'à des dimensions relativement inquiétantes, à l'image de celle-ci. Autant vous dire que si vous les recevez, les probabilités de survie sont relativement faibles. Il s'agit des gros morceaux qui vont être projetés par le volcan. En d'autres termes, tous ces éléments sont des pyroclastites, c'est-à-dire des blocs de lave solidifiés qui vont être éjectés lors de l'éruption de volcan. Cependant, bien évidemment, en fonction de la taille, l'impact ne sera pas exactement le même. Entre une scorie, un lapilli ou une bombe volcanique, vous imaginez bien que le résultat sera quelque peu différent. Au-delà donc de ces projections, on peut trouver également quelques différences en termes de lave. En effet, on distingue généralement les laves paweoe. Le terme paweoe vient de l'hawaïen et ça désigne une coulée de lave très fluide avec une surface qui est souvent régulière, relativement rugueuse et souvent striée, avec parfois des bourrelets superposés, entrecroisés, mais une croûte finalement assez mince et superficielle. Et de l'autre côté, ce que l'on appelle les AA, la AA qui viennent aussi de l'hawaïen, qui sont ici plutôt une lave en coulée à surface chaotique, souvent hérissée de pics, de blocs assez représentatifs. Ce que vous pouvez voir ici, ce que vous pouvez voir également sur cette image. Et vous voyez, la différence entre les deux laves est assez flagrante. L'une est très lisse, l'autre l'est beaucoup moins, très irrégulière, très chaotique. Enfin, un dernier élément que nous avions déjà abordé précédemment, les laves en coussin qui sont une forme assez particulière de lave, puisque dans certaines circonstances, lorsque l'éruption se fait de manière sous-marine, la lave va entrer en contact direct avec l'eau. Et la solidification va se faire extrêmement rapidement et va former ces espèces de boules rocheuses assez particulières. Tout en précisant bien évidemment que les laves ont une composition qui peut parfois varier. On l'avait déjà abordé lorsqu'on avait parlé justement d'éruptions, des types d'éruptions. On avait vu qu'une lave qui est riche en silice est une lave acide, donc souvent visqueuse, originaire principalement de la lithosphère, c'est-à-dire des zones de subduction, une roche plutôt andésitique, avec pour résultat l'explosion du volcan, donc caractéristique plutôt des volcans gris. De l'autre côté, les laves basiques sont plutôt des laves pauvres en silice, ce qui donnera des laves liquides, principalement issus de l'asténosphère, c'est-à-dire des dorsales océaniques, là où les plaques s'écartent et permettent au magma de remonter directement. Il s'agira donc principalement de lave basaltique, le basalte étant la composante principale de la croûte océanique, et ça apparaîtra principalement dans les volcans effusifs, donc les volcans rouges. À ces premiers produits s'ajoutent également quelques produits un petit peu particuliers,
assez spécifique à l'image de la pierre ponce, ou tout simplement ponce, qui est cette pierre extrêmement rugueuse, usuellement utilisée soit pour des questions de cosmétiques, soit pour des questions de nettoyage. La différence entre la pierre ponce et la scorie qu'on a vu précédemment, c'est qu'au-delà des infractuosité, au-delà de ces trous qui apparaissent, la pierre ponce est particulièrement légère. Elle a une densité inférieure à celle de l'eau, ce qui lui permet de flotter, alors que la scorie va, elle, couler puisqu'elle est plus dense et donc plus lourde que l'eau. La pierre ponce se présente de cette manière, mais vous pouvez la trouver également sous cette forme, puisque je vous l'ai dit à l'instant, elle est très utilisée notamment dans le domaine cosmétique, ou elle peut être utilisée également dans le domaine du nettoyage et permet, avec son côté abrasif, de faire disparaître beaucoup de saleté. À ça s'ajoute bien évidemment l'obsidienne, dont nous avons déjà également parlé, qui est une roche volcanique vitreuse, riche en silice. Elle peut être de couleur grise, verte, foncée, rouge ou noire, et elle est issue généralement d'une lave acide qui s'est vitrifiée. Aujourd'hui, elle a une dimension semi-précieuse et utilisée principalement justement pour son apparence assez particulière. Voilà ce qu'il en est pour les produits volcaniques. Mais forcément, en dehors de ces particularités, ces produits volcaniques auront une conséquence, notamment en termes de risque. En effet, on estime que 500 millions de personnes sont concernées par les éruptions volcaniques et sont dans des régions à risque, principalement dans les pays pauvres. Bien évidemment, la première région que je vais vous donner n'est pas à proprement parler un pays pauvre, mais elle est également très sensible aux éruptions, notamment en Europe. Il s'agit de l'Italie. Et le cas de Naples est assez flagrant, notamment avec les risques d'éruption du Vésuve. Mais vous avez d'autres pays qui, eux, sont considérés aujourd'hui comme des pays émergents ou encore, dans une certaine mesure, des pays pauvres. Le Mexique, par exemple, avec, vous le voyez, la région de Puebla qui est fortement concernée, mais également l'Équateur et Quito même qui est à risque, ou celle de la Colombie et la région de Pasto qui est susceptible d'être affectée par l'éruption du Guéléras. Bien d'autres régions sont bien évidemment concernées. Le but ici n'est pas de toutes les aborder, mais juste d'avoir conscience justement de la dangerosité de ce phénomène et du fait qu'une population relativement importante à l'échelle mondiale est concernée par ce genre d'éruption. Cela dit, les causes de mortalité sont assez diverses. Vous le voyez, on a un certain nombre de causes inconnues. Par inconnu, c'est pas que la mort elle-même ou les causes de la mort soient inconnues, c'est tout simplement qu'elle regroupe toutes les catégories ou tous les éléments qui ne sont pas suffisants pour être représentés dans une catégorie propre. Par contre, vous le voyez, on a un certain nombre d'éléments. Lightning renvoie bien évidemment à tout ce qui peut être électrocution, puisque l'éruption peut provoquer des dommages aux structures et amener, dans certains cas, des électrocutions. Les séismes en eux-mêmes peuvent également occasionner un certain nombre de morts, mais ça reste assez anecdotique. Les inondations peuvent aussi être responsables d'un certain nombre de dégâts, de même que les débris d'avalanche. Les gaz, dans certains cas, peuvent aussi entraîner la mort d'une part de la population, mais on reste également sur des situations assez anecdotiques, de même que la lave, à moins de se promener à proximité de ces coulées de lave, le nombre de morts est généralement assez restreint. Par contre, l'éruption volcanique a un certain nombre de causes indirectes et peut provoquer d'une certaine manière des tsunamis qui, eux, peuvent être beaucoup plus destructeurs et tuer beaucoup plus de population. De la même manière, après l'éruption, on peut avoir un accès difficile à certaines ressources, notamment alimentaires, des champs peuvent être détruits et la population peut être affectée par la famine, ce qui peut entraîner également un certain nombre de morts. Vous pouvez avoir des coulées de boue qui, soit de manière directe, soit de manière indirecte, vont entraîner des morts. Et là, le cas sera peut-être un petit peu plus fréquent, tout simplement parce que ces coulées de boue sont beaucoup plus imprévisibles et beaucoup plus dévastatrices. Un peu à l'image des laves torrentielles qu'on avait eues en Valais il n'y a pas si longtemps et qui surprennent souvent par leur violence. Le pyroclastic flow, pyroclastic surge, c'est tout ce qui est lié justement notamment aux nuées ardentes qui, elles, peuvent être particulièrement dévastatrices sur les volcans gris puisqu'elles se déplacent à très grande vitesse et leur chaleur est telle qu'il est impossible d'y résister. Et donc, c'est l'un des éléments les plus mortels liés aux éruptions volcaniques. Les chutes de cendres, enfin, peuvent également occasionner quelques dommages, notamment parce que leur inhalation peut tapisser les poumons et entraîner les personnes concernées vers l'asphyxie, mais globalement, on reste sur des situations assez faibles. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, ce sont principalement les causes indirectes, tsunamis et famine, qui occasionnent la mort, mais bien évidemment que les volcans gris peuvent également être susceptibles de provoquer beaucoup plus de morts. À l'échelle des catastrophes, on en a quelques-unes qui sont restées célèbres. L'Italie, par exemple, a connu avec l'éruption du Vésuve en 79 avant Jésus-Christ
une situation assez particulière qui reste encore dans les livres d'histoire comme un traumatisme, la destruction de Pompéi. On a retrouvé encore des corps fossilisés d'une certaine manière, recouverts par les cendres et préservés malgré la mort. On a également eu en 1815 le Tambora qui est entré en éruption en Indonésie et qui a provoqué 12 000 morts, mais également 80 000 victimes de la famine. Et c'est là tout l'intérêt de voir justement l'impact de ces phénomènes indirects liés aux éruptions volcaniques. Même chose pour le Krakatoa qui est entré en éruption en 1883 en Indonésie et qui a fait 36 000 morts à cause d'un tsunami. Donc c'est pas l'éruption elle-même qui a provoqué la mort, mais c'est les conséquences de cette éruption. Au Mont Cameroun, épisode assez particulier, en 1986, 1746 personnes sont mortes asphyxiées par un nuage de gaz carbonique. Encore une fois, ce n'est pas la lave qui tue, c'est ici les gaz. En Colombie, en 1985, c'est le Nevado del Ruiz qui a fait que 25 000 personnes sont décédées dans les coulées de boue, les lares qu'on a évoquées lors du précédent cours. En 1991, enfin, le Pinatubo aux Philippines est entré en éruption et a entraîné une baisse de la température de l'hémisphère nord de 0,3 degrés pendant 4 ans. Ici, finalement, assez peu de victimes, en tout cas, pas qu'ils soient mentionnés dans ce graphique, dans ce tableau, mais c'est assez important de voir justement la capacité des volcans à entrer en éruption et surtout l'impact de cette éruption. Une éruption qui soit capable de diminuer la température de l'hémisphère nord de 0,3 degrés, c'est une éruption qui est colossale. Vous me direz 0,3 degrés, c'est pas grand-chose, et pourtant, à l'échelle du monde, ça peut avoir un impact déjà relativement important en termes d'écosystème et de biodiversité. Donc finalement, c'est une éruption qui est extrêmement importante. Concernant la prévention, on estime qu'une centaine de volcans sont aujourd'hui considérés comme dangereux. Et pour y faire face, différentes possibilités. La première, c'est tout simplement la station de surveillance. Cette station, généralement, possède un sismographe et fait des mesures de déformation, ce qui permet d'avoir en temps réel une situation assez claire de ce qui peut se produire au niveau du volcan. On peut également faire des analyses de fumée de manière à savoir exactement comment se porte le volcan et comment la situation évolue. À ça s'ajoute une nécessaire connaissance du passé, bien que l'éruption passée ne signifie pas pour autant qu'on soit capable de planifier avec précision la date de la prochaine éruption. Savoir comment s'est déroulée l'éruption précédente permet aussi d'anticiper les risques et de faire face de manière un peu plus adéquate à la situation. À ça s'ajoute une information extrêmement importante à la population. Le but, ça va être de sensibiliser la population aux risques, mais aussi de les prévenir de manière à ce qu'ils soient capables de se comporter de manière adéquate en cas d'éruption. Le but, c'est un peu comme dans le cadre des séismes, d'avoir le comportement le plus juste et d'éviter au maximum les morts. Et tout ça s'accompagne très naturellement d'exercices d'évacuation pour justement endiguer la panique et faire en sorte que l'éruption se passe dans les meilleures conditions possibles. Des risques donc, mais également des avantages. En effet, si la population s'est concentrée autour des volcans, c'est pas un hasard. C'est pas tout simplement pour la beauté du paysage, même si ça peut y contribuer, notamment d'un point de vue touristique, mais c'est parce que les volcans ont beaucoup à offrir, notamment en termes de sols volcaniques, puisque ces sols volcaniques sont très appréciés du point de vue de l'agriculture. L'éruption volcanique est bien évidemment dommageable, mais les sols qui résultent de ces éruptions sont souvent extrêmement riches en minéraux. De la même manière, le volcanisme permet l'acquisition de certains matériaux, notamment le soufre, mais aussi certains matériaux de construction qui sont souvent très appréciés dans certains domaines. À ça s'ajoute la production de chaleur extrêmement intéressante, la géothermie que l'on connaît en vallée de manière assez répandue et qui consiste tout simplement, dans la plupart des cas, à injecter de l'eau froide dans les couches profondes qui sont beaucoup plus chaudes. Cette eau va se chauffer et va être repompée ensuite dans une centrale qui va permettre de générer de l'électricité. La géothermie est aujourd'hui considérablement utilisée, soit pour le chauffage, soit pour la production électrique, en vallée, mais aussi dans toutes les régions volcaniques. Et ça présente donc une alternative intéressante puisqu'il s'agit ici d'énergie renouvelable, d'énergie verte, contrairement au charbon ou au pétrole dont nous reparlerons prochainement. Enfin, le volcanisme présente aussi d'indéniables avantages en termes de tourisme, puisque, à travers le monde, les volcans ont toujours attiré la population, toujours invité les touristes à parcourir leurs flancs et à découvrir ces phénomènes assez extraordinaires. Vous en avez ici une illustration, vous pouvez également observer ce genre de phénomène. Les geysers sont très souvent liés aux phénomènes justement volcaniques et attirent aussi un grand intérêt touristique. Donc très logiquement,
ça représente une source de revenus non négligeable, ce qui explique aussi pourquoi la population se regroupe autour de ces espaces. Voilà, nous avons vu d'une certaine manière aujourd'hui assez rapidement quelles étaient les projections, quels étaient les risques, mais aussi quels étaient les avantages du volcanisme. Nous nous intéresserons prochainement à la question des supervolcans, qui est une question assez préoccupante, et nous poursuivrons ensuite sur le dernier thème de ce grand chapitre, celui de l'érosion. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, et comme toujours, si vous avez des questions, je reste à disposition pour y répondre.